Sud Radio Berkov dans tous ses états. Le face-à-face. 13h03 sur Sud Radio, on vous présente ce face-à-face aujourd'hui. André Berkov reçoit Aude Denisot qui enseigne le droit privé à l'Université du Mans et qui vient nous voir pour ce nouveau livre « Pourquoi nos étudiants ne savent-ils plus écrire ?» C'est aux éditions Henrik B. Bonjour Aude Denisot. Alors Aude Denisot, vous êtes agrégé, vous êtes professeur du droit à l'Université du Mans, vous êtes ancien élève de l'ENS de Cachan. Je dis ça parce que voilà, c'est quelqu'un qui sait ce dont elle parle, Vous êtes agrégé d'économie et gestion et agrégé des facultés de droit. Vous avez travaillé dans plusieurs lycées et universités. Et vous écrivez ce livre, et je dois dire que ce livre m'a laissé un peu pantois. Alors, on savait qu'il y avait des problèmes de niveau, on savait les ravages de l'écriture inclusive, c'est encore autre chose, côté woke et compagnie. On savait que on écrivait de plus en plus mal, ou en tout cas, on oubliait les règles fondamentales de l'orthographe. Mais vous, dans votre livre, on voit que même des étudiants à l'université de droit, en fac de droit, en première année, en deuxième année, en troisième année, et vous donnez des exemples dans votre livre, et franchement, je le recommande parce que faut savoir, c'est pas en se cachant, c'est pas en fermant yeux et oreilles qu'on va affronter le réel, parce que le réel, il est là. Et donc, qu'est-ce qui s'est passé ou qu'est-ce qui se passe? D'abord, comment avez-vous constaté que dans votre enseignement à la fac de droit, vous disiez, je tombais sur des textes, et justement, pas seulement de gens qui avaient des retards scolaires, etc., des gens qui ont des familles aisées, qui veulent d'ailleurs, qui sont de bonne volonté, mais qui ne connaissent pas le quart de ce qu'on devrait connaître en orthographe. Comment l'avez-vous découvert? Comment ça s'est passé? Je l'ai découvert petit à petit en corrigeant des copies. À l'université, nous corrigeons beaucoup de copies. Et au fil des ans, je constatais qu'il y avait, il y a toujours eu des fautes. Voilà, ce n'est pas quelque chose de nouveau, mais je constatais qu'il y en avait de plus en plus, et des fautes de plus en plus étranges, des fautes que je n'avais jamais vues auparavant. Voilà. Depuis combien de temps vous avez constaté ça? Oui, dans votre carrière de... Alors vraiment, progressivement depuis 2008-2009, on va dire. D'accord. Voilà. Depuis 15 ans, quoi, pratiquement. Oui. C'est-à-dire qu'auparavant, par exemple, quand j'enseignais en BTS, effectivement, je pouvais constater que certains étudiants avaient des problèmes. Ils étaient vite résolus. Je leur donnais quelques exercices. D'accord. Et, on va dire, 2-3 mois après, les problèmes étaient résolus. C'était une autre époque. Aujourd'hui, les problèmes sont beaucoup plus graves, ils sont beaucoup plus nombreux. Il y a des problèmes de ponctuation, de vocabulaire. Les étudiants confondent un mot avec un autre. Ils vont dire la loi s'implique au lieu de la loi s'applique. Voilà, par exemple. Oui, il y a beaucoup d'exemples que vous donnez, et c'est vrai, alors parce qu'on va pas donner des exemples d'orthographe, parce qu'à la radio c'est difficile, mais par exemple, vous donnez par exemple ceci: quels sont les préjudices auxquels Morissette pourra-t-elle prétendre? Lequel et lequel et lequel? C'est au lieu de... c'est quand même, c'est assez énorme, et puis d'autres aussi formidables. Alors il faut dire, on sait. À un moment donné, je disais, mais elle est en train de réécrire La Froid au cancre de Jean-Charles, Aude Denisot, là. Mais ça va, voilà, par exemple, magnifique. Elle se fracture le col du fémur ainsi que 2 entorses. Bien, ça. Mais ça, c'est par exemple, ça, c'est au collège, ça. C'est pas à l'université. Si, malheureusement, c'est à l'université. C'est à l'université. Et puis, Ah oui, c'est en première ou en seconde année de droit. Ça. Oui, voire même après. L'hôpital est-elle responsable? Est-elle responsable? L'hôpital, voilà. On ne comprend pas pourquoi l'hôpital est féminin. Non, mais vous avez des choses formidables. Attendez, alors là, c'est magnifique, mais celle-là, c'est une perle de culture. 3 sangliers roulant à toute allure percutent la voiture de Fabien. Oui. Mais comment? Attendez, ça c'est en fac de droit. Oui. Mais comment ils relisent pas? Enfin, je sais pas moi. 3 sangliers. Et puis vous avez, attendez, ça c'est formidable aussi. La loi du 5 juillet 1985 concerne les accidents de la circulation, qui est un régime spécial de responsabilité civile. Alors enfin bon. C'est quoi ça? Alors, ils comprennent pas. C'est le sens. C'est quoi? Je pense qu'il y a 2 choses. D'abord, vous l'avez dit, ils ne se relisent pas. Ils n'ont pas appris à se relire, puisque l'orthographe, la grammaire n'étant pas sanctionnée, ça ne sert à rien de se relire. Ah oui, il n'y a pas de sanction s'il fait des fautes d'orthographe ou de grammaire. Aujourd'hui encore, j'ai des étudiants, ils savent que je suis très exigeante, je leur dis, ils savent qu'ils seront sanctionnés, ils partent
30 minutes avant de la fin de l'épreuve sans être relus correctement. Ah ouais. Ils ne relisent même pas. Ouais, d'accord. Et puis, le gros problème, c'est celui que j'évoque. C'est-à-dire que depuis la grande session, le CP, on ne les fait pas suffisamment écrire. Donc, les pauvres, ils sont victimes d'une école qui ne leur a pas appris à écrire, qui ne leur a pas appris, à utiliser un vocabulaire riche, qui ne leur a pas appris à ponctuer. Donc ils sont vraiment ponctuation, point virgule, tout ça. Point virgule, ils ne connaissent pas. Mais par exemple, il y a de plus en plus d'étudiants qui mettent une virgule entre le sujet et le verbe dans une phrase très simple. Le chat, virgule, mange la souris. Voilà. Ils mettent une virgule. Le chat, virgule, mange la souris. Le chat, virgule, mange la souris. Oui. Enfin, attendez, il n'y a pas une réflexion primaire qui consiste à se dire pourquoi je vais mettre le chat, j'arrête et mange la souris. Mais non, précisément parce que c'est ce que je critique dans mon ouvrage, comme ils font beaucoup d'exercices à trous, d'exercices à relier, à entourer, qu'ils copient très peu, que les leçons sont photocopiées, les énoncés sont photocopiés, eh bien, ils ont très peu d'occasion d'écrire. On parlait des phrases interrogatives directes. Autrefois, nous écrivions dans les cahiers les phrases d'énoncés. Un fermier, Donnons un exemple, oui, donnez-moi un exemple. Un fermier a 50 poules, chaque poule pond 2 œufs par jour. Combien d'œufs le fermier pourra-t-il récolter par jour ? On l'écrivait en entier avec un point d'interrogation. Aujourd'hui, même les concepteurs des sujets 0, CRPE, donc le concours pour devenir professeur des écoles, ne savent pas ponctuer. Ils mettent un point d'interrogation dans le sujet 0 alors qu'il fallait mettre un point. Ah oui, c'est ça. Ouais. Voilà. Même donc les professionnels, les interrogateurs, les membres du jury ne savent pas ponctuer correctement. C'est sans doute une coquille, mais ça montre quelque chose que eux non plus ne se sont pas suffisamment relus. Alors, il faut que je vous dise quelque chose quand même, parce que soyons clairs, il y a une coquille dans votre livre, mais sûrement. C'est les fautes d'imprimerie, il y en a partout. Tout à fait. Et je le dis pour les auditeurs, moi je suis mauvaise en orthographe, je n'ai jamais été douée pour ça, je n'aime pas ça, et c'est précisément parce que moi-même j'ai été choquée par les copies de mes étudiants, je me suis dit, mais si même moi, je trouve que ça ne va pas, ça veut dire que ça ne va pas du tout. Je ne m'exprime pas correctement non plus. Les auditeurs souvent me le font remarquer. Voilà. Alors, Aude Denisot, est-ce que ce problème-là qu'on va évoquer longuement, est-ce que la base, c'est quoi ? C'est le collège, c'est le lycée ? C'est-à-dire, ça commence très tôt, ça, quand même. Hein ? Et alors, ça commence où et pourquoi ? Alors, je vais vous dire, je pense que ça commence en petites sections. Il y a un thème que je n'ai pas développé dans le livre, que j'ai découvert après, en écoutant des graphothérapeutes. Les élèves ne savent plus tenir un stylo. Et j'ai pu le constater. En tant que posture. En tant que posture. Ouais. Et ça nuit énormément aux apprentissages, ce dont je ne m'étais pas douté. Quand vous dites ça, c'est pas l'école maternelle, l'école primaire, quoi. Enfin, c'est-à-dire un crayon, on commence à le tenir en petites sections. Quand on commence à colorier. À quel âge quand vous dites petit ? C'est 3 ans. 3 ans, 4 ans. Et pourquoi ils ne savent plus tenir Parce qu'on ne leur apprend plus. Il n'y a plus de stylo, quoi. Il n'y a plus de crayon. Alors si, il y a des crayons, mais on les laisse tenir n'importe comment. D'accord, on ne leur apprend pas la posture. Exactement, de comment tenir. On ne corrige pas la posture. Et vous remontez à ça, vous ? Oui, c'est intéressant. Ah oui, tout à fait, parce que je l'ignorais. J'ai entendu des graphothérapeutes qui ont expliqué qu'un élève, plus tard un étudiant qui tient mal son stylo, va être focalisé sur le tracé des lettres et donc ne va pas prêter attention à ce qu'il est en train d'écrire. Donc c'est très important de bien tenir son stylo, mais il faut l'apprendre. Bien sûr. Et de fait, on ne l'apprend plus ni en maternelle ni après. Moi, j'ai observé mes étudiants pendant les examens, c'est 1 sur 2 qui ne tient pas correctement son stylo. Ah ouais. Oui, avec un pouce qui va recouvrir complètement les doigts,
ou être sous les autres doigts. Voilà. Oui, Normalement, comme quoi, ça compte. le pouce tient le stylo. Oui, Eh bien, eux, le pouce, soit il est par-dessus, soit il est totalement en dessous des autres doigts. C'est très étonnant. Alors, il y a la posture. Et ensuite, il y a quoi? On n'enseigne plus l'orthographe, on n'enseigne plus... Enfin, alors, je pense qu'on l'enseigne. Alors, attention, là aussi, je ne veux pas faire de généralité. Nous sommes tout à fait d'accord. Comme vous l'avez dit, il y a des enseignants qui sont très bien, qui font un travail formidable. Donc, ce que je reproche aux méthodes actuelles, c'est que l'élève n'écrit pas assez. Il est généralement en face d'un support pré-rempli, une photocopie ou un fichier où tout est déjà organisé pour lui. On a copié l'énoncé, parfois on a même copié la phrase où il doit simplement compléter quelques mots. Quand il doit écrire une phrase de surcroît, il n'a pas la place de le faire. Voilà, c'est très mal fait. Et au fond, le français, c'est comme le sport. Si vous vous entraînez très peu, les résultats sont médiocres. Bien sûr. Un marathonien ne s'entraîne pas en courant seulement 1 kilomètre ou 2 kilomètres. Un pianiste ne s'entraîne pas en jouant un piano une heure par jour. Exactement. etc., et là, c'est ce qu'on est en train de faire avec les enfants. Pour le même exercice, un exercice classique dans un cahier, c'est 4 fois plus de mots qui sont écrits que le même exercice dans un fichier. Ou sur une photocopie. 4 fois plus. Oui. S'il se mettait, voilà, on va parler de cette histoire de photocopie, vraiment très intéressant, juste après cette petite pause avec Aude Denisot. À tout de suite. Sud Radio Berkov dans tous ses états, midi 14h. André Berkov. Ici Sud Radio. Les Français parlent au français. Je n'aime pas la blanquette de veau. Je n'aime pas la blanquette de veau. Sud Radio Berkov dans tous ses états. Un livre passionnant et instructif. Pourquoi nos étudiants ne savent-ils plus écrire? Nos étudiants, pas seulement nos lycéens ou nos collégiens. Aude Denisot, chez Henrique B. Éditions. Alors, Aude Denisot, on a parlé déjà de la posture, effectivement, comment tenir son stylo ou son porte-plume, comme on disait avant, ou son crayon ou autre. Mais il y a aussi d'autres choses qui sont là, c'est-à-dire, donc avançons, puis collège, lycée, et puis l'université, où vous êtes. Mais est-ce qu'il y a aussi l'irruption de... comment jouer aussi bien au niveau des professeurs que des étudiants, que des élèves, l'irruption du numérique, du portable, de l'ordinateur, de l'écran, etc. Oui, tout à fait. Les écrans abrutissent les enfants et ils perdent énormément en concentration. Donc, ils ne sont pas aidés par cet univers numérique dans lequel ils baignent. Ils ont du mal à se concentrer et le numérique va polluer les apprentissages. Alors, quand un département ou une municipalité distribue des ordinateurs portables à tous les élèves ou des portables, etc., dans un souci, évidemment, l'enfer est pavé de bonnes intentions de pédagogie, vous dites qu'ils sont à côté de la plaque. Ah, mais c'est scandaleux. Mais pourtant, on peut apprendre avec l'écran, non? Ah, je ne pense pas qu'on apprenne bien avec un écran. Alors pourquoi on n'apprend pas bien? Ça a été prouvé par des études et on l'a vu au moment de la visio. On a tous senti que le contact humain était important. Je ne parle même pas des jeunes pendant le Covid qui regardaient YouTube tout en ayant une petite fenêtre avec la maîtresse et qui basculaient astucieusement de l'un à l'autre. Je regarde mon Netflix et en même temps j'écoute un peu le cours, quoi. Voilà, exactement. C'est vraiment ce qui s'est passé. C'est ce qui s'est passé. Ouais. Donc ce contact humain est nécessaire et tout ce qu'on va appeler logiciel éducatif, ça ne marche pas. Au fond, on se rend compte progressivement que ça ne marche pas. Il y a tout un marché et finalement les résultats sont tout à fait médiocres. Parce que vous dites, pourquoi ça ne marche pas? Vous dites que l'écran, en fait, pas empêche, mais empêche de se concentrer ou empêche de quoi? De se perfectionner, c'est quoi exactement? Alors, il y a plusieurs choses. Oui, en effet, l'écran empêche de se concentrer. Par exemple, un étudiant qui a son ordinateur à l'université, il va recevoir des notifications et donc il va être distrait. Des études ont montré qu'un téléphone portable, même éteint, mais posé sur la table, déconcentre l'élève.
Moi, mes étudiants, je leur dis, le téléphone est rangé dans le sac, je ne veux pas les voir sur les bureaux, parce que ça déconcentre, parce que, naturellement, c'est déjà difficile de se concentrer, quand même. C'est vrai. Moi, d'ailleurs, je vais le faire, là. Sinon, je serai déconcentré. Non, mais oui, dites-moi. C'est difficile de se concentrer, donc il faut mettre... je dirais tous les atouts pour être bien concentré. Il y a le problème des notifications et puis de tout ce que ça peut évoquer. Les cookies, les push, Exactement. les trucs. Et même simplement une pensée. Une professeure de mathématiques qui raconte qu'elle a une élève qui a fondu en larmes en plein cours de maths parce que justement, elle avait son portable à côté d'elle et elle s'est rendue compte qu'elle avait perdu une bonne occasion d'acheter des bottes pas chères sur Vinted. Voilà. Et elle était effondrée à cause de ça. Ouais. Donc, en plein cours. Tout à coup, elle s'est aperçue qu'elle avait manqué à ces belles bottes. Une occasion. Et vous dites, alors ça donne quoi? Ça donne une espèce de... N'employez pas des grands mots, schizophrénie, mais enfin quoi, il y a une espèce de dissociation et on n'est plus vraiment dans ce qu'on fait. Oui, on pense à autre chose, aux bottes, aux copains, aux parents. Il y a quand même des parents qui écrivent à leurs enfants pendant la journée. Voilà. Tiens, est-ce que je pourrais pas dire à ma mère que, etc. Donc ils sont en permanence bombardés, sans parler de leurs voisins de table. Oui, c'est vrai. C'est très gênant. Il y a beaucoup, ça a été montré dans PISA, ça. Il y a beaucoup d'élèves qui se plaignent d'être distraits par les appareils des autres. Bien sûr. C'est-à-dire même un élève très concentré qui est en train d'écouter le prof ou de faire le programme du logiciel éducatif, si son voisin fait n'importe quoi, il est distrait. Mais alors, Aude Denisot, l'ordinateur, quand même, ça apporte aussi des renseignements, ça apporte des choses. On regarde telle chronique, on clique sur quelque chose qui peut être intéressant. Vous vous dites non, l'ordinateur, en tout cas... Pas en classe, pas pendant l'enseignement. Oui, ils le feront après. Je pense que pour savoir bien utiliser l'informatique, il faut d'abord être passé par les livres. Sinon, et on le voit avec nos jeunes, ils sont perdus, ils ne savent pas chercher correctement des informations, ils ne comprennent pas comment les chercher, ils ne visualisent pas. Nous, en droit, nous avons maintenant beaucoup de revues en ligne, et je constate que les jeunes qui n'ont pas pu manipuler auparavant la revue papier, comprendre comment elle était construite, selon quel plan, eh bien, ils ont beaucoup de mal à se repérer sur la version numérique. Ceux qui n'ont pas, à un moment donné, rencontré le papier, enfin, utiliser le papier. Oui. Et je constate la même chose pour le traitement de texte, c'est-à-dire c'est le cas d'à peu près aujourd'hui tous les étudiants, on voit bien qu'ils n'ont pas eu cette étape préalable de d'abord penser un discours construit sur un papier. Le traitement de texte, ça doit venir après. Après, oui. Voilà. Et vous le constatez donc à la fac de droit où vous enseignez, vous le constatiez avant. Et donc, vous vous dites, attention à vous n'êtes pas évidemment contre l'informatique, vous n'êtes pas contre le numérique, mais pas en période d'apprentissage vrai, c'est ça un peu, oui. Tout à fait. Si je prends un exemple parce que je sais que c'est arrivé à des personnes qui sont allées à Boulogne, justement, qui devaient aller à Boulogne-Billancourt, GPS. Ils se sont retrouvés à Boulogne-sur-Mer. Ça montre bien qu'avant d'utiliser un GPS, il faut savoir un tout petit peu là où on va. Oui. Commençons déjà par étudier. C'est quand même spécial, parce qu'entre Boulogne-Billancourt et Boulogne-sur-Mer... C'est arrivé. Il y a des gens qui se trompent à cause du GPS. Et alors justement, de ce point de vue-là, à votre avis, sans faire, il ne s'agit pas ni de dénoncer, ni de faire... ni de porter le sceau de la famille ou de la responsabilité de qui que ce soit, mais quand même, il y a une responsabilité partagée dans cette histoire. Alors, est-ce que c'est partagé dans l'institution pédagogique, dans l'institution éducation nationale, les parents, les professeurs? Il y a eu une conjonction, si vous voulez, qui a fait que on en est là. Je vais vous dire, c'est catastrophique. Les résultats PISA le montrent, nous ne cessons de décliner. Pour moi, il y a un grand responsable, c'est le ministère de l'Éducation nationale. Et ce sont tous les ministres que nous avons depuis des années, parce qu'attention, la sonnette d'alarme, elle a été tirée déjà en 1985.
Premier livre, voulez-vous vraiment des enfants idiots et vos enfants ne m'intéressent plus. Premier livre. C'était Moschino. Moschino, oui. Brigelli, 85, Brigelli, 2005. Ça fait des années qu'on dit qu'il y a un problème. Et alors, toujours, mais non, il n'y a pas de problème, tout va bien, on progresse. Non. Le niveau monte, on disait même à un moment donné, oui. Exactement. Or, il ne fait que des... Alors oui, il y a de plus en plus de bacheliers. Le taux de réussite au bac monte, le taux à PISA baisse. Et je pense qu'il faut dire que ces ministres sont responsables. Il faut dire aussi qu'ils sont coupables, sinon on va les retrouver au Conseil constitutionnel dans quelques années. Et ça s'est fait au Danemark. Il y a un ministre de l'Éducation qui a demandé pardon aux élèves, justement à propos du numérique. Il s'est excusé et il a dit aux jeunes élèves danois, je m'excuse, vous avez été des cobayes du numérique. Voilà, donc, nos mots... On aimerait entendre ça en France. Hein. On aimerait entendre ça en France. Je ne crois pas que ça se fera de sitôt, mais... Non, mais voilà, il faut nommer les responsables. Et puis, au-delà des ministres qui sont coupables, il y a tout cet appareil du ministère qui est extrêmement lourd, très sûr de lui, qui n'accepte pas les remises en cause et les évidences. Or, on voit bien que ce ministère... Voilà, il est sans queue ni tête. On va voir si, comme le demandait l'ancien ministre de l'Éducation nationale, qui voulait dégraisser le mammouth, mais la mammouth tient bien. On en reparle tout de suite après cette pause, toujours avec Aude Denisot, et c'est passionnant. Sud Radio Berkov dans tous ses états. Appelez maintenant pour réagir 0826 300 300. Ici Sud Radio. Les Français parlent au français. Les carottes sont cuites. Les carottes sont cuites. Sud Radio Berkov dans tous ses états. Aude Denisot, comment un étudiant en fac de droit chez vous écrirait les carottes sont cuites? Bon, on va pas faire l'exercice, là on est à la radio. Mais vous parlez de l'éducation nationale, de ce fameux mammouth, etc. Qu'est-ce qui fait effectivement que tout ce pan-là, ce pan quand même essentiel, alors je dis, bon, alors je sais, ils vont vous dire, vos critiques, oui mais attendez, vous êtes trop perfectionniste, ça c'est des détails aujourd'hui dans ce qu'ils ont à faire, c'est pas très important, l'orthographe, mais quand même, si on fait des plaidoiries, si on fait des textes, c'est quand même pas mal que ça soit écrit. Et qu'est-ce qui a fait ça? On a négligé, on a dit c'est pas important, c'est à passer par perte et profit, magasin des accessoires, c'est quoi? Oui, je pense qu'il y a cette idéologie qui est que d'abord tout ce qui est ancien est à mettre à la poubelle, ou plus ou moins, et cette idée que toutes ces choses-là, l'orthographe, le français, la grammaire, mais aussi le calcul mental, les opérations, les problèmes, tout ce qui va demander un effort, c'est vieux jeu. C'est ringard. C'est ringard. Du passé, faisons table rase. Exactement. Ça, ouais. Alors je ne dis pas, attention, que l'école du passé était formidable, elle avait ses défauts. Mais sur ces fondamentaux, je pense qu'on se trompe parce que l'école, elle est là pour apprendre et pour que les élèves apprennent et pas autre chose. Alors, Aude Denisot, vous sauriez, vous, ça encore une fois dire, ah oui, il est passé, apprendre par cœur, c'était bien, c'était intéressant? Bien sûr. Ça a apporté des choses. Mais oui. Mais oui, typiquement, les tables de multiplication, il faut les apprendre par cœur. Il n'y a pas d'autre solution pour bien calculer. Aujourd'hui, on en arrive à des élèves de terminale qui sont obligés d'utiliser leur calculatrice pour dire si 9/7 est supérieur à 1 ou inférieur à 1. La calculatrice. Donc oui, le par cœur est très important parce que les enfants, puis les jeunes, vont s'accoutumer à des tournures de phrases et ils vont avoir des repères. Toutes sortes de repères, oui. Alors justement, on peut dire que ça a été négligé ou bien l'écart, on avait commencé à parler de cela, par rapport à l'institution pédagogique. Est-ce que c'est, encore une fois, on a beaucoup parlé du pédagogisme, l'enfant roi et compagnie, vous savez, tout ce qu'il y a eu depuis 40 ans, vous connaissez ça beaucoup mieux que moi. Mais cette espèce de volonté d'excellence là-dedans, en fait, ça a été considéré comme une perte de temps par rapport à l'apprentissage d'autres disciplines, c'est ça? Est-ce qu'il y a eu un choix, si vous voulez, en disant oui, on ne peut pas tout faire, donc il faut choisir, donc on va choisir plutôt
tel ou tel enseignement? Alors, est-ce que ça a été un choix? Est-ce que c'est une politique délibérée d'abrutissement de la population? Je ne sais pas. Il faudrait pouvoir entrer dans la tête des gens qui nous gouvernent pour le savoir. Non, mais le résultat de ça. Le résultat de cela, de cette politique, effectivement, c'est que on a une école extrêmement inégalitaire, une des plus inégalitaires de l'OCDE, avec une élite qui, soit dans des écoles particulières, soit à la maison, fait ce qu'il faut faire. Et puis pour le reste, eh bien, on considère que ce n'est pas nécessaire. Les enfants des élites, je peux vous le dire, eux, ils apprennent par cœur. Eux, ils savent leur table de multiplication par cœur. À Stanislas, pour ne prendre que cet exemple, on apprend par cœur. Et au lieu de se dire, il faut absolument que dans toutes les autres écoles de France, on transmette la même chose que ce qui est transmis aux élites, eh bien, pardonnez-moi, mais on crache dessus, on dit non, le par cœur, c'est nul. Voilà, on voit bien ce que ça donne. Oui, c'est-à-dire que l'élite continue, en contournant la carte solaire ou autre subterfuge, à effectivement faire un parcours d'excellence et les autres, qui se débrouillent. Exactement, tout à fait. On renforce les inégalités. L'école, en principe, elle est là pour gommer des inégalités de classe, permettre de faire en classe ce que d'autres enfants ont à la maison, la lecture, utiliser un vocabulaire soutenu, les langues. Qui savent parler, exactement. Et on fait exactement le contraire, c'est-à-dire qu'on va à l'inverse de tout cela. On est en opposition idéologique par rapport à ce qui est fait chez les élites. Et pourtant, ce sont ces gens-là qui font ça, qui prônent le progressisme le plus exacerbé. Mais nous sommes des progressistes. Tout à fait. C'est ça. Oui, tout à fait. C'est la soi-disant idée de l'école du futur, une école moderne. Vous savez, il y a quelque chose de très intéressant. J'ai pris au hasard un programme. Le programme du cycle 2, CP, CE1, CE2. Qu'est-ce qui a marqué au début? CP, CE1, CE2. Ah oui, CP, CP1, oui, c'est ça. 7e, 6e, 5e. Voilà, autrefois. Donc, il y a marqué « Apprendre à l'école, c'est interroger le monde ». Apprendre, c'est interroger le monde. Mais je ne sais pas, il faudrait offrir un dictionnaire à ces gens-là. Apprendre, ce n'est pas interroger. Si on ne fait qu'interroger, on n'apprend pas. Apprendre, mais oui, apprendre, c'est mémoriser des connaissances. Et ça, aujourd'hui, l'éducation nationale, elle n'en veut pas. D'abord, elle ne veut pas que les profs apprennent aux élèves. Il y a cette interdiction. Ils veulent pas que les profs enseignent. Attendez, je crois qu'il y a le mot enseignant qu'on employait, non non, ça ne veut rien dire. Alors non, l'élève doit trouver tout seul dans une démarche inductive, etc. Et puis, on ne veut pas non plus que les élèves apprennent. Non, ils doivent interroger. Donc la mémorisation, qui pourtant est nécessaire. C'est écrit noir sur blanc, ça, dans le... Alors... Apprendre, à l'école, c'est interroger le monde, c'est écrit noir sur blanc, et questionner le monde revient sans arrêt tout au long du programme. Même le sport, c'est questionner le monde, la musique, c'est questionner le monde. C'est intéressant. Esteban, je crois que nous avons une auditrice. Exactement, qui nous appelle depuis Lyon. C'est Lila qu'on retrouve. Bonjour Lila. Bonjour Lila. Bonjour Monsieur Berkoff. Je voulais simplement dire, avant de poser ma question à votre invité, que ce qu'elle a observé, la façon dont les enfants tiennent le stylo, c'est quelque chose qui m'a déjà interpellée depuis pas mal d'années en regardant les séries américaines, et on regarde comment les Américains justement tiennent leur stylo comment eux ils les font comme des trois, mais de l'autre côté déjà. Elle fera attention, si elle a l'occasion, qu'elle regarde et elle verra qu'ils mettent bien le pouce sur les doigts, enfin tout ce qu'elle a dit, et ça j'observe ça depuis Ma première, alors une question, elle a déjà répondu concernant les élites, ça m'a interpellée.
interpellée. Je voulais savoir si les élites, elles maîtrisaient mieux. Bon, ma première question, c'est est-ce que les étudiants étrangers ont été plus disciplinés, se débrouillent mieux avec la langue française, étant donné que souvent c'est par le dictionnaire et par la lecture qu'ils apprennent la langue. Ça, c'est une première chose. Autre chose, une seconde chose, ils ont voulu au niveau éducation développer l'art oratoire, le théâtre, plutôt que l'écrit. Donc déjà, on développe plus la façon dont les enfants vont s'exprimer. Ouais. Et je voulais savoir si son livre, où elle l'avait envoyé au garde des Sceaux, aux différents candidats qui se présentent et au président de la République. Ah oui. Alors d'abord, on va commencer par ça. Est-ce que vous envoyez votre livre à Éric Dupond-Moretti, à Emmanuel Macron et aux autres ministres intègres? Je l'avais envoyé à Brigitte Macron, puisque comme elle est professeure de français, je pensais que ça l'intéresserait. Je l'avais envoyé, me semble-t-il, à Gabriel Attal et à Pape Ndiaye aussi. Vous avez eu des réponses ou pas? Non, j'ai pas eu que parfois des remerciements. Je crois que Brigitte Macron remercie, mais je n'ai pas eu d'écho. Et puis pour la première question... la première question, vous avez répondu non, c'est sur les étudiants étrangers. Ah oui, les étudiants étrangers. Avec le dictionnaire, oui. Alors, moi, j'enseigne dans une petite faculté où je n'ai pas suffisamment d'étudiants étrangers pour tirer des conclusions statistiques pour le moment. Ce que j'observe quand même, et surtout en discutant beaucoup avec d'autres enseignants, il y a quelque chose qui se dit de plus en plus, c'est que certains étudiants africains ont un niveau de français bien supérieur à nos étudiants, à nous. Et j'ai pu le constater effectivement sur quelques étudiants, pas tous, mais certains, écrivent sur des groupes WhatsApp sans aucune faute de français, avec un vocabulaire très soutenu, et je l'ai entendu dans des milieux très variés, écoles d'ingénieurs, etc. Donc c'est tout à fait possible que les étudiants étrangers bientôt parleront nettement mieux que les nôtres, si on continue comme ça. Parce qu'il y a une implication, peut-être, et une implication, comme on dit, plus forte. Il y a peu de photocopieuses en Afrique, et pour l'instant, pas trop d'écrans. Ça commence, parce que les multinationales... On revient à votre cheval de bataille. Je crois que nous avons... Oui, avant de retrouver Yves, on va marquer une dernière petite pause dans Bercoff dans tous ses états. On parle du niveau des étudiants en langue française. À tout de suite sur Sud Radio. Sud Radio Bercoff dans tous ses états, midi 14h. André Bercoff. Ici Sud Radio. Les Français parlent au français. Je n'aime pas la blanquette de veau. Je n'aime pas la blanquette de veau. Sud Radio Bercoff dans tous ses états. 13h45 sur Sud Radio, nous sommes ensemble jusqu'à 14h avec André Bercoff qui reçoit aujourd'hui Aude Denisot qui vient nous voir pour son livre, je le rappelle, Pourquoi nos étudiants ne savent-ils plus écrire, aux éditions Henrik B. On accueille Yves qui nous appelle depuis Arcachon. Bonjour Yves. Bonjour Yves. Bonjour Madame Denisot, bonjour Monsieur Bercoff. Oui, je voulais livrer une anecdote, c'est que au début des années 70, j'étais élève ingénieur à Lille, à Centrale Lille, et mon épouse était en stage d'agrégation à Rouen. Donc à l'époque, il n'y avait pas de SMS, de MMS, donc je lui écrivais des lettres d'amour. Et donc elle a reçu une de mes lettres d'amour, elle était en train de corriger un pacté de dictée de 5e avec son stylo rouge, et donc elle a lu ma lettre d'amour et 5 fautes, 0. Elle vous a envoyé 0. J'ai été reçu avec l'indulgence du jury, puisqu'aujourd'hui j'ai 51 ans de mariage, donc j'ai 51, super, bravo. C'est mieux que 0. Mais simplement, ce que je voulais dire, que cet agrégé de lettres, qui quand même était vous parliez tout à l'heure avec Madame Denisot du nombre de candidats reçus au bac. En 64, quand nous avons eu notre bac tous les deux, il y avait 46% de reçus au bac, d'accord, ce qui est la moitié exactement de ce qu'il y a aujourd'hui. Oui, il y a 95% aujourd'hui, oui. Et mon épouse a été reçue à 16 ans avec mention bien. Bon, et cette enseignante, je rends hommage à Madame Denisot, cette enseignante, elle était en lycée, elle était au lycée Hoche à Versailles, et
elle détectait en général sur la connaissance de la langue et la compréhension des textes, donc des sujets aussi dans ce lycée qui est un lycée scientifique, 2 ans, les capacités des élèves, 2 ans avant les profs de maths, puisque la connaissance de la langue fonde véritablement tout ce qui est la compréhension de l'intellect, on pense en français. On est bien d'accord. On est bien d'accord, Yves. Mais en tout cas, merci de votre témoignage et je suis content de savoir que même en mettant un 0, on peut tomber amoureux. Ça, c'est une très, très, très bonne chose. On était déjà amoureux, on était fans. Merci, Yves. Esteban, je crois que nous avons... Ouais, c'est Marc qui nous appelle depuis Béziers. Bonjour, Marc. Bonjour, Marc. Oui. Bonjour André, bonjour madame. Voilà, moi j'écoutais l'émission et j'avais envie de rebondir lorsque madame a dit que le principe maintenant c'était de s'interroger sur le monde. Et effectivement, je trouve ça d'une stupidité monstre parce que dans ma conception, l'éducation c'était de transmettre de la culture. Et après, à partir de la culture, on peut réfléchir. Mais comment peut-on s'interroger sur le monde ou réfléchir quand on n'a pas de base? Et c'est ce qui fait que maintenant, les gens ont l'impression, les nouvelles générations ont l'impression de réfléchir, mais à partir de préjugés ou à partir de sentiments, des passions, et non plus de la culture. Oui, c'est l'émotionnel qui l'emporte complètement sur le rationnel, ce qui est un peu embêtant, effectivement. Heureusement qu'il y a beaucoup de jeunes quand même qui réfléchissent, qui prennent le temps de réfléchir, qui prennent le temps de la culture. Moi, je crois qu'il faut rester quand même je dirais pessimiste, optimiste avec modération, mais quand même c'est important, vous savez. Justement, mais je voulais parler de quelque chose par rapport à ce qu'on disait avec Aude Denisot. Est-ce que vous avez hors antenne cité un chiffre, quand même parler des émoluments, parler de combien sont payés les professeurs ou les instituteurs et vous disiez un chiffre qui était assez frappant entre les années 80 et 2024, c'est-à-dire une quarantaine d'années. Oui. Qu'est-ce qui a changé par rapport au traitement ? Alors, dans les années 80, un enseignant certifié premier échelon gagnait 2,17 fois le SMIC. Aujourd'hui, 2023, c'est 1,17. Donc, il y a eu une chute de la rémunération des enseignants, en général, bien sûr, une chute importante, parce que aujourd'hui, grosso modo, un certifié premier échelon, il gagne à peu près 200 € bruts de plus que le SMIC. C'est pas beaucoup, 200 € bruts de plus. Voilà. Alors que dans les années 80, 2,17, là, on est sur le double du SMIC. Alors, donc à niveau égal. À niveau égal, ce sont des études d'un statisticien, Lucas Chancel, qui publie tout ça sur Internet, et ça met en évidence ce décrochage total du niveau de rémunération. Mais pourtant, on dit partout que le budget national de l'éducation nationale n'a pas du tout été raboté. Alors je ne sais pas, on n'a pas les chiffres Peut-être, mais en tout cas, la rémunération... La rémunération, oui. Oui, énormément, et c'est ce qui explique cette crise des vocations et cette crise de l'autorité. Comment voulez-vous avoir de l'autorité quand vous êtes payé le SMIC ? Voilà. Alors, c'est pas votre sujet, Aude Denisot, mais est-ce que dans ce que vous décrivez, le fait que, vous savez, il y a dans certains, alors c'est plutôt lycée, l'école que les universités, bien sûr, qu'il y a de la violence, qu'il y a du désordre, qu'il y a des profs qui ne peuvent plus aller faire leurs cours parce qu'ils ont la boule au ventre et on les menace, quelquefois on les menace de mort, etc. Est-ce que vous pensez que quelque part, mais même pas inconsciemment, mais qu'on se dit, ce qu'on veut maintenant, c'est d'avoir le moins de difficultés possible, le moins de problèmes possible, on va essayer de survivre Est-ce que ça il peut y avoir une dimension liée à cette espèce de baisse de niveau, ou pas, à votre avis ? Oui, mais ce n'est pas le problème principal. Moi, les étudiants que je reçois dans mon université, nous sommes à la campagne, pour tout dire. Surtout, j'enseigne principalement en Mayenne. Et donc, il n'y a pas de problème grave de violence, de menace. Il y en a, mais voilà. Je pense que ces questions d'autorité sont importantes, mais pour moi, ce n'est
ce n'est pas le seul problème que nous avons. Voilà. Ouais, ça, il y a des lycées dans lesquels il n'y a aucun problème d'autorité et pourtant les élèves en sortent très moyens. Mais alors, c'est étonnant parce que vous parliez des émoluments, d'accord. Mais est-ce qu'il n'y a pas quand même une négligence de la part d'un certain nombre d'enseignants? S'agissant de l'apprentissage. Oui. Là, on parle pas d'autorité. Enfin, on parle de. Vous dites, il y a des lycées justement ou des écoles où ça se passe très bien et heureusement, où il n'y a pas de violence spéciale, etc. Et pourtant, le niveau n'est pas. Mais à cause du ministère. C'est le ministère qui donne des consignes stupides, des méthodes pédagogiques complètement révolues, qui continuent avec des marottes dont tout le monde a montré qu'elles ne servaient à rien. Comme par exemple, par exemple, la méthode inductive que j'évoquais tout à l'heure, ou le test de fluence pour mesurer le niveau de lecture des enfants. Alors, c'est quoi le test de fluence? Le test de fluence. Traduisez. Voilà. Le test de fluence a été inventé par un hurluberlu dans les années 60, quelqu'un qui s'est intéressé à la pédagogie. Il a dit que pour mesurer le niveau de lecture des enfants, il fallait les faire lire le plus vite possible, sans mettre le ton, sans mettre la ponctuation. Or, c'est parfait ça. Aujourd'hui, c'est comme ça que vous pouvez mesurer le niveau de lecture. Aujourd'hui, c'est ce test qui est utilisé dans les écoles pour mesurer le niveau de lecture des enfants. Moi, j'ai fait ce test sans savoir ce que c'était. J'avais complètement raté. J'avais en dessous de la moyenne des élèves de 6e. Donc, je me suis dit, il y a quelque chose qui cloche. C'est-à-dire que si je gagne au test de fluence, par exemple, récemment, j'ai repensé à Asma en 1998. Asma était l'une des élèves les plus faibles de ma classe de terminale STT au lycée François Villon. Exactement. Un petit peu plus vite, peut-être. Ah bah oui, je suis là. Recalé, André. Je suis recalé. Non mais c'est fou ça. Voilà. Et c'est utilisé encore. C'est utilisé encore. C'est utilisé. Pourtant, il y a des études qui ont dit c'est absurde. D'autant plus qu'on sait qu'aujourd'hui, un des problèmes des jeunes, c'est précisément qu'ils parlent trop vite. À quoi ça sert? Et le ministère continue avec ce test de fluence et tas d'autres outils complètement saugrenus. C'est fou. C'est ubuesque, enfin, ce que c'est ubuesque, et je pense que les enseignants ne sont pas coupables. Ils font ce qu'on leur dit de faire. Ils ont peur de l'inspecteur. Alors bien sûr, il y a quelques enseignants qui ne font pas leur travail, mais dans la majorité, ils sont investis, ils sont courageux. On leur demande de faire ce programme et ils le font, oui, bien sûr. Et ces méthodes. Tout à fait. Eh ben, dis donc, on n'est pas sorti de l'auberge, chère Aude Denisot. En tout cas, vraiment, lisez. Pourquoi nos étudiants ne savent-ils plus écrire? Parce que c'est fondamental. C'est fondamental pour tout, pour nos enfants, pour l'avenir, mais même pour le présent. C'est-à-dire, c'est vrai. Comment peut-on parler si on ne sait pas de quoi on parle et comment on parle? C'est bien ça. C'est bien ça, oui. Il y a ce manque de vocabulaire qui est crucial, et attention à ces discours qui nous disent que tout va bien, la langue française évolue, c'est normal. Oui, la langue française évolue, mais elle évolue sur le long terme. C'est certain, dans 50 ans, nous ne parlerons pas comme aujourd'hui. Mais nous formons des jeunes qui seront dans la vie professionnelle demain. Et les professionnels nous demandent. Et je vous dis d'ailleurs de commencer le premier cours. Tout va très bien, Madame la Marquise. Et savez-vous comment ça s'écrit? M-A-R-K-I-Z. Madame la Marquise. Et en tout cas, on vous conseille de lire ce livre. Pourquoi nos étudiants ne savent-ils plus lire? C'est aux éditions... plus écrire, pardon. Vous me faites... c'est pareil. Ma langue a André. Aux éditions Hendrik Bessé, Aude Denisot, qui est enseignante et qui publie ce livre. Merci beaucoup, Aude Denisot, d'avoir été avec nous. André Berkoff, on vous retrouve demain, entre 13h et 14h. La culture, vous recevrez? Absolument. Nous recevons François Lancel qui parle d'un éloge des moches. Très intéressant. Des moches à travers l'histoire. De Louis XI à Jeanne de France. Non, mais ce sera de 13h à 14h. Et puis pour le début de l'émission, ce sera Alexis Poulain qui sera là demain de midi à 13h. À demain tout de suite, Brigitte Lay. Sud Radio. Sud Radio. Parlons vrai. Parlons vrai. Sud Radio. Parlons